Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Surtout, bon début de semaine avec nous. Sur le plateau de la rubrique Le Point, ce matin, Maître Franz Moncler, chef du parquet. Je n'ai même pas en mémoire la dernière fois que j'ai reçu un commissaire du gouvernement sur le plateau de la rubrique Le Point. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de pouvoir profiter de cette opportunité avec Maître Franz Moncler. Bonjour et bienvenue, commissaire. Merci Wendell, bonjour Métropole, bonjour les fidèles téléspectateurs de la télévision Métropole. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous. Maître Moncler, première question que m'envie reprendre avec vous, c'est l'affaiblissement de l'État, de l'autorité de l'État par les gangs, et ceci depuis quelques années. J'entends par là gang couru derrière parquet qui était sous bicentenaire, et depuis, n'a pas tâtonné, mais on a l'impression que gang c'est yo cap mené et tout bon. Qui genre, jodi a, l'État capable de renforcer par la justice, comme nous connaissons que toute bagaille était capable de finir, mais la justice était capable d'être intacte. Que faire aujourd'hui, commissaire, pas pour donner l'impression, mais pour effectivement renforcer l'autorité de l'État, commissaire, à travers la justice, évidemment. Merci Wendell. Donc, la question à reposer là mérite d'abord pour nous faire s'andarer anamnèse situation, faire diagnostic, pour nous regarder qui côté nous sorti pour nous arriver là. Parce que ça qui arrive nous, c'est pas du jour au lendemain que nous arrivons côté nous arriver là. C'est toute une construction pour nous arriver là. Pour nous arriver dans l'affaiblissement de l'État, ça, d'abord, institution nous pral perdu le rôle premier. Si nous prenons par exemple l'affaiblissement de la famille comme institution. Ensuite, l'affaiblissement de l'école. Nous allons constater l'affaiblissement de l'Église, qui c'est appareil idéologique. Et enfin, il va répercuter sur l'État, parce que l'ordre de l'État, son concept, n'a dit multi-sémantique. Tout dépend de à quelle perspective on va regarder, tout dépend de champ de formation, suivant la conception qu'on va gagner de l'État. Un monde qui est philosophe, il y a une conception de l'État. Un monde qui est sociologue, il y a une conception de l'État. Un monde qui est politologue, il y a une autre conception. Mais cependant, si on a essayé de résumer, concilier tous les points de vue théoriques, l'État, c'est d'abord une autorité régalienne. Et dans le cadre d'une république, la première mission de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses citoyens. C'est la première mission de l'État et c'est même sa mission première. Assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens. Maintenant, pour ce faire, l'État a créé un ensemble d'institutions et c'est à travers l'institution que l'IPRAL mène à bien missionner. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis certains temps, les institutions du pays sont disloquées. Comme nous parlons de la famille, nous voyons à quel niveau famille démissionné, nous parlons de l'école, nous voyons, je veux dire, l'éducation est en pleine crise. Donc, toute crise sociétale, il va y avoir une répercussion dans l'État. Maintenant, l'affaiblissement de l'État, il peut venir à partir de la crise de la gouvernance. Depuis 1986 à aujourd'hui, nous avons des sociologues qui théorisent sur lui,
un livre qui marquait les esprits pendant les décennies passées. Je ne me rappelle pas de l'auteur, mais c'est un ouvrage qui s'intitule « La transition qui n'en finit pas ». Pierre-Raymond Dumas. Nous sommes dans une transition qui n'en finit pas. Donc nous sommes dans une crise de gouvernance. Cette crise de gouvernance, cette crise de gouvernance qui met à couteau tiré les élites du pays, à savoir les élites intellectuelles, les élites économiques, les élites politiques, ils peuvent participer dans le processus de désintégration de l'État et qui parle nous exactement ça que je dis là. Ça, c'est pour l'historique de la question. Maintenant, l'anamnèse de la question étant faite, le diagnostic étant fait, la plaie étant connue, maintenant, comment y parvenir? Moi-même, ce que je pense, pour nous sortir côté nous là, il y a un monde pas qu'à retirer nous, c'est un groupe monde qui a un leadership éclairé, qui prend pouvoir et qui pour bailler le ton. Maintenant, quel est le rôle de la justice dans tout ça? Alors, il faut toujours dire que la justice n'a armature l'État, et si on a parlé de l'État de droit, il ont côté que le place, il ont mission, un rôle. Et nous-mêmes, dans le parquet, nous avons dans des systèmes judiciaires là, nous au niveau de la poursuite. Et ça, c'est très important pour nous comprendre. À chaque fois que nous parlé de sécurité, oui, le parquet a un rôle actif dans la sécurité, mais notre rôle se cantonne au niveau de la poursuite pénale. Qu'est-ce que nous faisons nous autres au niveau du parquet? Nous exécutons la politique pénale du gouvernement. Parce que nous n'avons pas... Le commissaire du gouvernement, chef du parquet, il n'est pas comptable des deniers publics. Est-ce que il varie? Ordonnateur. Est-ce qu'il varie d'un gouvernement à un autre? La politique pénale? Oui, la politique pénale peut varier d'un gouvernement à un autre. Cependant, cela ne devrait pas être ainsi. Parce qu'une politique pénale, c'est d'abord une politique publique. Et les politiques publiques s'exécutent sur des décennies. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, si on fait, par exemple, le combat contre les gangs, si on dit que le combat contre les gangs fait partie d'une politique publique, à partir de ce moment, il doit y avoir un plan stratégique opérationnel qui se doit être exécuté, quel que soit le gouvernement qui vient. Mais la réalité en Haïti, c'est que quand les gens parlent de politique pénale, ils voient l'orientation du gouvernement par rapport à sa conception de l'action pénale. Mais vous dites que le chef du parquet est le représentant de la société, non? Ah, bien sûr. Donc, au gain de tête. Et en fait, quand on dit que le chef du parquet est le représentant de la société, oui, si vous prenez les lois, le chef du parquet, il est le représentant des faibles, des paysans. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si vous voulez assigner un paysan, eh bien, il va falloir assigner aussi le commissaire du gouvernement, car vous savez que le paysan, théoriquement le législateur, en prenant cette disposition, il vous dit que le paysan étant, je dirais, une humanité vulnérable, donc le commissaire du gouvernement a supposé gagner un jet sous action qu'a fait sous l'IA dans le souci pour protéger l'oual. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, retournons à ce que nous disons au niveau de la politique pénale. Donc, pour parler de politique pénale, il faut d'abord que vous ayez une politique publique de sécurité. Est-ce une politique publique de sécurité? Et cette politique publique de sécurité doit avoir à l'intérieur de cette politique-là ce qu'on appelle une politique criminelle. Et à l'intérieur de la politique criminelle, vous allez retrouver la politique pénale. Donc, la politique pénale doit faire partie d'un ensemble plus vaste qui est la politique publique de sécurité. Et qu'est-ce qui peut penser la politique publique de sécurité? Quand on parle de politique publique de sécurité en tant que politique publique, c'est-à-dire une volonté manifeste de l'État pour dire « mes côtés nous bralent ». Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre dans l'application de
de ses attributions, je veux dire, côté que le chef du parquet, les plus travaille pour le gouvernement, dont il est aussi un bras juridique, aux dépens de la société. Ah non, non. Écoutez, ce que vous appelez le gouvernement, c'est quoi le gouvernement? Le gouvernement est l'émanation quand même de la volonté populaire. Parce que tout gouvernement qui s'établit, même si ce gouvernement n'est pas établi dans le cadre... Non, ça c'est l'alphabet à partir de la Constitution, à partir du Parlement. Pas nécessairement. C'est à ce moment-là qu'on peut pas parler... nécessairement. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle le contrat social. Le contrat social, c'est d'abord un contrat politique. Si vous avez des dirigeants qui dirigent et des dirigés qui soumettent, c'est parce qu'il y a un contrat. Par exemple, les gens aujourd'hui qui sont à la tête de l'État, ils le sont à partir d'un accord politique. L'accord politique, c'est un consensus. Ce consensus donne une certaine légitimité politique aux dirigeants qui sont là. C'est-à-dire que quand vous parlez de la société, en fait, le gouvernement est l'émanation de la volonté populaire. Maintenant, du point de vue juridique, quand on dit... Donc à ce niveau-là, les élections ne sont pas nécessaires, commissaire? Non. Les élections sont un mode de consentement. C'est un mode de consentement. Oui, conventionnel. Mode de consentement, je dirais, juridique. Mais dès lors où il y a gouvernement, dès lors où il y a des autorités qui président au destin d'une communauté, il y a un contrat. Nous pouvons appeler ce que vous prenez d'un point de vue hobbesien, que moi, je me dis qui remet Hobbes, moi, je me Locke, donc même Rousseau. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont à la tête de l'État, ils ne sont pas des usurpateurs quand même. Ils sont là dans le cadre d'un accord politique. Oui. Donc, à partir de ce moment, cet accord politique qui intègre des secteurs vitaux de la vie nationale leur confère une certaine légitimité politique. Et cette légitimité politique se traduit à partir d'un consensus entre les dirigés et les dirigeants. Revenons à l'affaiblissement de l'État, parce que la question était de savoir comment renforcer l'État, comment restaurer, par exemple, l'autorité de l'État. L'autorité de l'État. Comment le faire par la justice, en quelque sorte. Et je ne dirais pas que la question est mal posée, parce que la justice, c'est un maillon de la chaîne. Parce que quand vous parlez de politique publique de sécurité, à partir de ce moment, la justice aura un rôle à jouer. Mais quel est le rôle de la justice? Le rôle de la justice, nous autres, au niveau du parquet, nous sommes la porte d'entrée de la justice. C'est-à-dire, c'est par nous que passent les dossiers pour que les dossiers puissent être acheminés au niveau des tribunaux. Donc, notre premier devoir, c'est d'être attentif, d'être perspicace, pour mettre l'action publique en mouvement quand il le faut. Ensuite, faire le suivi des dossiers. Faire le suivi des dossiers. Mais nous avons nos limites. Parce que quand vous parlez de la justice, moi, comme je suis au niveau du parquet, je parle pour le parquet, le commissaire du gouvernement, comme je vous disais, il n'est pas comptable des deniers publics, il n'est pas ordonnateur. Nous sommes à un niveau opérationnel, nous ne sommes pas au niveau stratégique. Parce qu'à chaque fois que vous parlez de sécurité, donc vous êtes au niveau stratégique. Et quel est l'organe qui pense la stratégie de la sécurité? C'est le CSPN. C'est le CSPN. Le commissaire du gouvernement, il n'est pas membre du CSPN. Donc, vous voyez, nous sommes à un niveau, je dirais, d'exécutant et en termes d'opérationnalité. Donc maintenant, et certes, le parquet aura un rôle à jouer. Ce rôle-là sera défini dans le cadre de la politique publique de sécurité qui sera déterminée par, je dirais, les préposés à cela. Mais nous, au niveau du parquet, nous sommes là au niveau de la poursuite, de l'exécution de la politique pénale du gouvernement. C'est vrai qu'on pas encore chef du parquet, mais lorsque on vive que bandit a chassé parquetier et tout le reste, vous avez vécu cela comment? Ah, je vais vous dire que moi-même, je suis un avocat du barreau de Port-au-Prince. C'est-à-dire que le siège du tribunal au Bicentenaire, j'ai toute une histoire avec ça. J'étais
en stage. J'ai fait mon stage en bas. Donc, quand j'ai appris ça, je crois que j'étais à Mirebalais, j'étais en poste à Mirebalais. Donc, comment vous l'avez vécu? C'était d'abord un étonnement, une tristesse. Je me suis demandé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Et ce qui m'a peut-être fait le plus mal, c'était de voir que les autorités de l'époque n'ont pas réagi. N'ont pas réagi à temps. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, j'ai cet héritage. Parce que je ne peux pas me démarquer pour dire que, bon, étant donné que je n'étais pas commissaire du gouvernement à l'époque et que je ne suis pas concerné, aujourd'hui, je porte sur mon dos un héritage. L'héritage, c'est que je dois faire face aux assauts des gangs qui affaiblissent à un certain niveau et notre symbolisme, parce que là, ici, c'est d'abord un symbolique. Par exemple, les citoyens, même, les temps des paquets à courir, donc, automatiquement, ça gagne un gens le comprennent l'État, le symbolisme de l'État. Donc, moi-même, j'apprends ça avec un peu l'amertume et j'ai pensé que dans les plus brefs délais, il y a des actions que tu n'as pas faites, des actions d'éclat, parce que des fois, quand vous construisez un pays, il faut prendre des mesures exceptionnelles. Des mesures peut-être impopulaires, mais exceptionnelles. Par exemple, il y a des dossiers, Babdi Bouélan, mais il y a des dossiers qui soulèvent qu'un actualité en haleine. Nous pas toujours gagné, en fait, qu'il y a de la promptitude dans les réactions du parquet. Dernière fois, vous parlez avec nous, si ce n'est pas la première fois tout, où tu fait état de mandat, par exemple, qui était émis contre un chef de gang. Nous avions aussi l'impression que ça s'est arrêté là. Mandat émet. Et puis, bon, ok, bon, on a continué. En raison de limitations, peut-être, pour ce évoqué là, même si ce n'est pas détaillé, je n'ai pas senti que tu as suivi. Voilà. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Comme je vous dis, dans le cadre d'une politique publique de sécurité qui elle-même doit faire partie d'une politique criminelle, cette politique criminelle qui doit intégrer une politique pénale, donc nous sommes au niveau de la politique pénale. Donc c'est quoi la politique pénale? La politique pénale, c'est la réaction de l'État par rapport à la criminalité. Il se trouve que nous autres, nous sommes l'instrument par lequel l'État peut réagir dans le cadre de cette politique pénale. Et qui dit réaction dit poursuite. Donc, nous avons enclenché la poursuite. Quand nous avons émis un mandat, ce n'est pas à nous d'aller exécuter ce mandat. Nous avons émis le mandat, nous attendons que les personnes pointées du doigt soient appréhendées et transmises en notre bureau. Maintenant, cela n'étant pas fait pour des circonstances qu'on peut comprendre, nous attendons. Mais nous, au niveau du parquet, au niveau de notre attribution de poursuite, nous avons fait notre travail. Et pour la vérité et pour l'histoire, nous avons rappelé que le mandat ça a été émis à l'encontre de Mikanor. De Mikanor, qui est accusé... Chef de gang de Wab Jérémy, qui était accusé d'une tuerie. De personnages âgés. Plus d'une centaine de personnes ont trouvé la mort et sur la fallacieux prétexte qui serait des loups-garous. Mais c'est pas triste, commissaire, que pas jamais suite qui baille à décision, non? C'est écœurant, c'est une réalité et c'est écœurant, c'est triste. Ces gens-là devraient déjà être sous la sellette. Nous autres commissaires de gouvernement, nous étions supposés déjà faire réquisitoire définitif pour nous faire acte d'accusation, pour nous traîner devant le tribunal. Donc, mais en fait, ces mandats n'ont pas encore été exécutés. Il y a plusieurs chefs de gang que vous mettez des mandats derrière? Ah, bien sûr. Seulement dans le cas de Mikanor, nous avons émis des mandats, plus d'une vingtaine de mandats. Et à longueur de journée, à chaque fois que nous sommes saisis par un dossier, nous faisons ce que la loi nous recommande de faire. Une vingtaine de mandats dans le cadre de même affaire-là ou bien? Oui, dans le cadre de l'affaire de Mikanor. Parce qu'il n'agit pas seul quand même.
Et c'est ces mandats-là que nous lançons. Et à chaque fois que nous lançons des mandats par rapport aux informations que nous avons, par rapport aux dossiers que nous traitons, quand nous soumettons ces dossiers-là à la DCPJ peut en profiter pour créer une base de données. Une base de données. Il arrive que certaines fois, c'est la DCPJ qui nous renseigne sur un délinquant, mais il arrive aussi, certaines fois, c'est le parquet qui renseigne la DCPJ. Comment relation aujourd'hui entre la DCPJ et le parquet? Moi, je vous dirais qu'aujourd'hui, les relations sont cordiales. Les relations sont cordiales. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et il y avait des frictions. Il y avait des frictions, ce qui était normal, parce que c'était quand même un nouveau leadership. Donc, chaque commissaire du gouvernement dégage un type de leadership. Donc, moi-même, mon leadership est clair. Je crois que la DCPJ a compris. Et aujourd'hui, je dois vous dire que nous travaillons en étroite collaboration. Lorsqu'on dit en étroite collaboration, est-ce que ça veut dire nous porter des corrections aux erreurs éventuelles que les agents de la DCPJ auraient pu commettre, par exemple? Non. Parce que je me souviens que tu qu'on l'a, et dans un moment de friction, ça il y a des gens qui ont la main dans le sac, et puis la police a arrêté, la justice libérée, et puis là, vous entendez que la justice a plagué bandit. Et en même temps, tout, la justice a explication pour dire que les dossiers étaient mal montés. Donc, pas de possibilité de ça encore. Non, écoutez, nous autres, en tant que chef du parquet, commissaire du gouvernement, la DCPJ travaille pour nous. Ça, on doit être clair là-dessus. À chaque fois que la DCPJ décide d'engager une enquête, la DCPJ doit savoir qu'elle travaille pour le commissaire du gouvernement et qu'il doit avoir délégation. Il doit avoir délégation, ça c'est clair. Maintenant, si la DCPJ fait son travail, la DCPJ soumet un rapport. Mais le rapport, ce n'est pas une injonction faite au commissaire du gouvernement. Le rapport de la CPJ, ce n'est pas une injonction faite au juge instructeur. Donc, le rapport de la CPJ, c'est un cadre, je dirais, méthodologique de travail. Donc, à partir du rapport, le commissaire du gouvernement, le juge d'instruction, va puiser les matériaux nécessaires pour travailler. Et autre chose, la société, je dirais les plus avisés, doit savoir que le commissaire du gouvernement, il est le directeur d'enquête de la DCPJ. Donc, on ne comprend pas trop ça. On pense que... Par contre, tu peux permettre que faut-il camper au commissaire. Oui, je suis avec un peu d'attention sur disant, d'abord, est-ce que l'équivalent, par exemple, de la DCPJ aux États-Unis, c'est pas le FBI? Bon, je ne connais pas trop bien le système américain, mais je pense que vous n'avez pas tort. Ok. Maintenant, côté me arriver avec vous, souvent la police, la DCPJ, qu'on a arrêté des mondes, des individus, DCPJ, la justice libéré Mounsa, et Mounsa, plus tard, pour tuer des policiers qui ont arrêté. Est-ce que pas gagner une nécessité d'une meilleure entente, d'une meilleure harmonisation dans les rapports pour éviter tout cela? Bon, premièrement, la DCPJ n'arrête pas. Interpelle. La DCPJ interpelle. Oui, il n'appartient pas à la DCPJ d'arrêter. Non, écoutez, le concept arrêté, juridiquement, une connotation. Donc la DCPJ n'arrête pas. La DCPJ interpelle. Mais pour qui est-ce qu'on parle là? On parle pour tout le monde. Oui, non. Depuis interpeller, depuis qu'on met la police, on ne peut pas dire ou libre de mouvement. Non, mais vous n'êtes pas arrêté. Moi, je suis un juriste. Non, je suis d'accord. Je suis un avocat, je suis un commissaire du gouvernement, je suis professeur d'université. Donc, je ne suis pas venu pour dire ce que le commun des mortels dit. Donc, vous voulez me dire plutôt nous interpeller? La DCPJ interpelle. Okay. Et la population doit savoir ça. Pas de problème. Maintenant, quand la DCPJ fait son interpellation, la DCPJ fait ce qu'on appelle l'enquête préliminaire. Parce que le rapport de la DCPJ n'a pas la vocation de dire la vérité.
L'enquête de la CPJ, c'est un rapport préliminaire comme n'importe quel sous-commissariat qui fait une interpellation avant de déférer la personne par devant les autorités judiciaires. Il émet un rapport préliminaire. Ouais. Maintenant, la DCPJ étant la direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ est plus outillée qu'un simple commissariat. La DCPJ est plus outillée de manière technique. La DCPJ, c'est le bras technique du commissaire du gouvernement et de la justice en général. Donc, mais maintenant, généralement, qu'est-ce qu'on pense? On pense que le rapport de la DCPJ dit la vérité. Le rapport de la DCPJ ne dit pas la vérité, n'a pas la prétention de dire la vérité, c'est une information préliminaire. C'est une base de données. C'est une, je dirais, ce sont des informations, je dirais, sur une base empirique. Parce que empirique, vous dites? Empirique. OK. Parce que ce rapport-là sera soumis à la critique judiciaire. Quand bien même que le commissaire... Il revient tout simplement au commissaire ou bien au parquet de dire la vérité? Non, non. Le parquet n'a pas aussi la prétention de dire la vérité. Le parquet n'est pas une instance de jugement. Le parquet est une instance de poursuite. C'est pour vous dire toute la complexité de la question. Quelqu'un qui n'est pas un initié ne comprend pas trop bien ça. Quand bien même que le parquet se serait acquiescé au rapport de la DCPJ via ce qu'on appelle le réquisitoire déformé, le parquet envoie ce rapport sous couverture du parquet au cabinet d'instruction, le juge d'instruction, souverainement, peut décider de donner une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi. Quand bien même que le juge d'instruction aurait donné une ordonnance de renvoi, eh bien, au niveau du procès pénal, les contradictions vont apparaître. Les avocats de la défense, ils vont déposer leurs arguments ou leurs contre-arguments. Le ministère public, le parquet, le ministère public au procès, va affronter les arguments de la défense. Il reviendra au juge de dire la vérité. Seul le juge de siège dit la vérité. Et même le juge de siège lui-même, son jugement n'est pas encore la vérité parce que ce jugement est susceptible d'appel. L'arrêt que rend le juge de la cour d'appel n'est pas encore la vérité parce que cet arrêt est susceptible de pouvoir en cassation. Même la décision de la cour de cassation peut être attaquée et à ce moment, on vous dit que la cour de cassation va siéger toutes sections réunies pour rendre un jugement définitif. C'est le jugement définitif de la cour de cassation, siéger toutes sections réunies, atteint de l'autorité de la chose jugée, qui devient la vérité. Donc quand on parle de vérité en matière judiciaire, c'est plus complexe que de rester dans un bureau et d'écrire un rapport et de dire voici la vérité. Nous avons une formation en droit, nous avons une formation en criminologie, nous sommes des magistrats outillés, nous ne parlons pas le même langage que l'individu du coin de la rue. Nous avons une responsabilité, nous avons notre probité intellectuelle à sauvegarder. Nous ne parlons pas sur l'émotion de la foule. La justice doit se garder de se plier par rapport aux émotions de la foule. Et vous savez, il y a à quel moment peut-on parler de clameur? La clameur publique est définie par le code pénal, elle est définie par la loi. C'est-à-dire que... Son importance. L'importance, c'est que la clameur publique fait office de dénonciation. C'est-à-dire, si quelqu'un dit que M. X a fait quelque chose, donc c'est une matière qui explique que le commissaire du gouvernement, il peut convoquer M. X. Mais maintenant, c'est à quel moment la clameur a dénoncé M. X? Parce que
si cette dénonciation a été faite en dehors du délai de flagrant délit, le parquet ne peut pas arrêter. Parce que le parquet peut arrêter restrictivement dans le cadre du flagrant délit. Quand le délai de flagrant délit est passé, le parquet peut poursuivre en envoyant le dossier par devant le cabinet d'instruction, mais le client, pas le client, mais la personne en question doit être libre de ses mouvements. Parce que si on dit que M. Wendel a commis une infraction, c'est une dénonciation. Le parquet est d'office saisi. Mais quand le parquet fait sa petite enquête et on sait que cette dénonciation date d'un mois, de 2 mois, d'1 an, de 5 ans, le parquet n'a pas la capacité d'arrêter dans le cadre de cette dénonciation parce que le parquet, au regard de la loi, au regard du code d'instruction criminelle, il peut émettre des mandats d'amener restrictivement dans le cadre du délai du flagrant délit. Mais en ce qui concerne les gangs, que prévoit la loi? Ah non. Le gang lui-même, il ne commet pas un délit à un moment donné qui expliquerait que son infraction serait, je dirais, en dehors du cadre du flagrant délit. Le gang, c'est celui qui est perpétuellement dans un processus de flagrant délit. Quelqu'un qui est un gang, il commet l'infraction de manière continuelle. Ça, c'est le sens de la notion théorique qu'on appelle flagrance continue. Flagrance continue. Par exemple, quelqu'un qui fait un gang, il est là, il commet l'infraction à longueur de journée. Donc lui, là, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Parce que la situation des gangs est différente d'un individu qui aurait commis une infraction dans l'ombre. Et qui s'arrête là. Et à ce moment-là, on dira toujours interpeller ou... Non, toutes les fois que c'est la police qui agit, nous sommes dans le cadre d'une interpellation. Ça, c'est du point de vue théorique. La seule autorité judiciaire qui peut parler d'arrestation, c'est le juge d'instruction. Même le parquet, il émet un mandat d'amener. Il transforme son mandat d'amener en mandat de dépôt. Mais cela ne veut pas dire que le parquet avoué arrête tout. Le parquet n'a pas cette autorité. Ce serait une forme d'usurpation de qualité. Seul le juge d'instruction peut le faire. Même dès qu'on voit quelqu'un qui sortit dans la rue avec policiers accompagnés, et puis voir saisir de quelques dossiers, oui. Écoutez, moi-même, à chaque fois que j'agis, j'essaie de voir est-ce que mon action est couverte par la loi. Donc, comme j'ai le gouvernement, je peux mettre des mandats d'amener. À quel moment? Dans le cadre du flagrant délit. Maintenant, quand la personne est appréhendée, amenée vers moi, s'il y a lieu, je transforme ce mandat d'amener en mandat de dépôt. C'est ce mandat de dépôt qu'on interprète comme mandat d'arrêt. Parce que la différence qu'il y a entre un mandat d'amener et un mandat d'amener et un mandat d'arrêt. Premièrement, l'autorité qui peut émettre le mandat d'arrêt, c'est le juge d'instruction. Et quand le juge d'instruction émet un mandat d'arrêt, eh bien, si la police exécute ce mandat, la police peut amener cette personne directement en prison. À charge par le juge d'instruction d'extraire cette personne au besoin. Mais par contre, si c'est le commissaire du gouvernement qui émet un mandat d'amener, quand la police exécute ce mandat, la police ne peut pas aller mettre la personne en prison. La police doit amener cette personne par devant l'autorité qui avait émis ce mandat. Parce que c'est un mandat d'amener. Ce n'est pas un mandat d'arrêt. Pourquoi j'émets un mandat d'amener contre vous? C'est parce que je ne peux pas vous convaincre de venir devant moi par votre propre volonté. Autrement dit, si un citoyen est au courant qu'un mandat d'amener a été décerné contre lui, eh bien, le citoyen n'a qu'à se présenter par devant l'autorité qui avait émis ce mandat, s'expliquer avec cette autorité, et le mandat tombe de par lui-même. C'est ça le sens du mandat d'amener. Et même dans un contexte d'état d'urgence, c'est la même chose. Et c'est quoi l'état d'urgence? L'état d'urgence, c'est une décision qui a une portée politique, dont la mission est de donner plus de capacité à l'État
pour agir dans le cadre de l'insécurité généralisée avec plus d'efficacité. Mais l'état d'urgence, ce n'est pas une mesure qui est faite pour cautionner les violations de droits humains. Quand, par exemple, dans le cadre de l'état d'urgence, pour protéger l'intérêt général, parce que des fois, il y a un texte que j'avais lu, ce texte s'intitule « Ce paradoxe qu'il y a entre la sécurité et la liberté ». Des fois, le citoyen est obligé de négocier sa liberté au profit de sa sécurité. Donc c'est même la raison d'être de l'État. Par le fait à vous d'accepter de vous soumettre à l'État, ça veut dire que consciemment et sciemment, vous avez choisi de négocier un peu de votre liberté au profit de votre sécurité. C'est ça la définition de l'État. Donc, maintenant, comme je vous le dis, l'état d'urgence n'est pas là pour cautionner des violations des droits humains. Au contraire, l'état d'urgence est là pour renforcer la protection des droits humains. Vous-même qui êtes un citoyen honnête, l'État prend des dispositions de telle sorte que la police qui a débarqué côté là, côté qu'on est qui a des armes, côté qu'on est bandit, sans qu'elle ait besoin plier à certaines exigences légales pour le cap sauver la vie de l'autre paisible citoyen. C'est ça le sens. Est-ce que vous voulez profiter, avant de prendre pause là, pour faire différence pour nous entre avis de recherche et mandat? Alors, très important. Qu'est-ce qu'un avis de recherche? Un avis de recherche, c'est un acte administratif qui émane de l'autorité policière. Je dis bien, c'est un acte administratif qui émane de l'autorité policière. Et cet acte administratif doit être préalable à un acte judiciaire, qui est le mandat. Donc si la police n'a pas cet instrument-là, qui est le mandat, il ne peut pas avoir d'avis de recherche. Qu'est-ce qui devient avis de recherche? C'est le mandat. Il y a un mandat qui a été émis contre quelqu'un, le mandat a été acheminé aux autorités policières. Les autorités policières, pouvant pas trouver cette personne n'étant pas un citoyen normal qui a une résidence connue, et vous voyez tout ça, parce que la Constitution dit comment exécuter un mandat. Mais les préceptes de la Constitution concernent le citoyen ordinaire, celui qui a un domicile connu, qui a une activité connue, qui a sa famille. Donc la Constitution vous dit que vous devez exécuter un mandat entre 6h du soir et 6h du matin. Mais quand vous avez un bandit de grand chemin, à partir de ce moment, la police n'étant pas en mesure de trouver cette personne dans sa résidence habituelle, et bien la police transforme ce mandat en avis de recherche. Et qu'est-ce que ça veut dire l'avis de recherche? L'avis de recherche veut dire que tout individu, quel qu'il soit, peut se saisir du corps de cette personne et de remettre cette personne aux autorités policières. C'est ça l'avis de recherche. Mais si quand la police émet un avis de recherche, c'est pour qui? C'est pour les autorités judiciaires. C'est-à-dire que les autorités judiciaires ont donné mandat à la police de chercher cette personne. Les autorités policières ne pouvant pas trouver cette personne parce que cette personne n'a pas un domicile connu, émet un avis de recherche. Mais s'il n'y a pas de mandat, il ne peut pas y avoir d'avis de recherche. Et là, c'est la vérité. L'exemple de Nenel Kassi, par exemple. L'exemple de Nenel Kassi ou de tout autre individu, ce sera encore la même démarche méthodologique. Pour qu'il y ait avis de recherche, il faut qu'il y ait mandat. Et donc, quelles sont les autorités qui sont susceptibles d'émettre des mandats? Vous avez le juge de paix, vous avez le juge de paix qui peut émettre des mandats d'amener, vous avez le commissaire du gouvernement qui peut émettre des mandats d'amener, vous avez le juge d'instruction qui peut émettre des mandats d'amener et des mandats d'arrêt. Donc si la police n'a pas ce mandat, n'a pas cette délégation, n'a pas cette ordonnance, il ne peut pas émettre d'avis de recherche contre quiconque. Est-ce que c'est sur cette base que le parquet de Port-au-Prince a autorisé la libération, bon, pas la libération puisqu'il n'était pas, Nenel Kassi n'a pas été sous les verrous.
n'a pas été sous les verrous. Donc, vous l'avez auditionné et vous avez dit qu'il est libre de partir, libre de ses mouvements. C'était ça? Il était libre de ses mouvements en venant. En venant, oui. Je n'ai pas dit qu'il était libre de ses mouvements, il était libre de ses mouvements en venant. Voilà la question. Est-ce qu'il n'y a pas de comment je dirais, pourquoi lui et non les autres? Ok. Vous savez que chaque individu a le droit de défendre ses intérêts par le biais de ses avocats. Je ne suis pas l'avocat de X, je ne suis pas l'avocat de Y. Je ne suis pas au courant là où je suis des diverses violations de droits humains qui sont en train d'être commises contre X, Y et Z. Mais si la personne victime d'un abus d'autorité et cet abus relève de ma compétence, son avocat me saisit régulièrement par une requête, à partir de ce moment, j'ai mandat d'intervenir. Maintenant, dans le cas de Nels Kassi, son avocat m'a saisi par le biais d'une requête sur la base qu'il y a un avis de recherche contre son client qu'il qualifie d'illégal. Bon, première démarche, j'écris à la DCPJ pour dire à la DCPJ, voilà monsieur un tel, qui est accusé. Alors, la clameur dit que cette personne est impliquée dans des dossiers, dans des activités louches. Eh bien, je ne vais pas même parler d'avis de recherche, parce que je n'ai pas à parler d'avis de recherche. Parce que pour moi, il ne peut pas y avoir d'avis de recherche si préalablement il n'y a pas de mandat. Et ça, ce sont les dispositions du Code d'instruction criminelle dans ses articles 87, 88. Vous pouvez aller lire ça. Donc, je ne vais pas parler de quelque chose que j'ignore. Maintenant, à partir de ce moment, son avocat m'a saisi de la requête, eh bien, je demande à la DCPJ, envoyez-moi le dossier de cette personne. Et vous l'avez invité? Non, pas encore d'invitation. Je demandais à la DCPJ de m'envoyer le dossier. Parce que, entre guillemets, soumettre avis de recherche contre le monde, c'est qu'on a un dossier contre lui. Maintenant, comme autorité, moi, je demande au rapport. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le rapport. Mais comme il y a eu quand même clameur publique contre Nels Kassi, donc le commissaire du gouvernement peut être saisi par plusieurs voies. Il peut être saisi par le rapport préliminaire de la police, il peut être saisi par dénonciation, il peut être saisi par la clameur publique. Donc, j'ai appelé Nels Kassi, je l'ai auditionné. Après l'avoir auditionné... Vous avez dit que vous n'avez pas invité? Oui, je l'ai invité. Je l'ai invité. Non. Écoute, j'ai dit que... J'ai mal compris. Vous avez mal compris. D'abord, parce qu'il y a une méthodologie en toute chose. D'abord, j'ai demandé à la DCPJ de m'envoyer le dossier relatif à Nels Kassi, puisqu'il a un avis de recherche. Donc, il y a un dossier. Bon, on va pas s'éterniser sur le cas, parce qu'il y a un cas très récent aussi. Aucun problème. Nous allons y venir, mais d'abord, le public doit être édifié de la question. Donc, au départ, j'ai demandé à la DCPJ, cette personne-là, vous avez son dossier, puisque théoriquement, soumettre avis de recherche d'elle, c'est qu'il y a un dossier. Envoyez-moi le dossier. La DCPJ n'a pas pris mot. Donc, je peux présumer, s'il n'y a pas pris mot, est-ce qu'il y a dossier, est-ce qu'il n'y a pas de dossier? Donc là, il faut imputer la responsabilité. Je n'ai pas à juger. Maintenant, étant donné que j'ai autorité, en tant qu'autorité de poursuite, j'ai décidé de l'appeler et de l'auditionner. Puisqu'il y a quand même une clameur publique qui l'accuse de choses extrêmement graves. Et le cas d'Alfredo Antoine? Ah, ok. Le cas d'Alfredo Antoine, en droit, il n'y a pas d'analogie. Bon, Alfredo Antoine a été arrêté toujours dans le cadre d'un avis de recherche. Bon, en fait. Maintenant, étant donné qu'Alfredo Antoine était, je dirais, sous le verrou, il a été envoyé avec un dossier. Le dossier qui nous a été acheminé, c'est un rapport. C'est quoi le rapport de la DCPJ? Ou tout autre rapport, c'est une information préliminaire qui constitue, je dirais, un matériau de travail. Nous avons analysé le rapport. Il y avait 4 personnes au niveau du rapport. Eh bien, qu'est-ce que nous avons fait après avoir analysé? Nous avons décidé de poursuivre M. Alfredo. Mais, sur la forme, sur le fond, nous l'avons poursuivi. Sur le fond, il est poursuivi. Parce que quand même, il y a quand même, dans le rapport de la DCPJ, il y a quand même des accusations qui méritent un éclairage juridique. C'est pourquoi nous avons décidé de le poursuivre.
en l'envoyant par devant le cabinet d'instruction. Mais sur la forme, nous l'avons libéré. Nous l'avons libéré sur la forme parce que, non seulement au niveau du rapport, nous n'avons aucune évidence que nous pouvons le priver de sa liberté, mais dans un autre temps, il a été arrêté dans le cadre d'un avis de recherche alors qu'il n'était pas recherché par la justice. Donc sur la forme, nous l'avons libéré. Et il n'était pas le seul à être libéré. Il avait été libéré également avec une autre personne. Donc il y avait 4 personnes au niveau du dossier. 2 ont été relâchées et 2 ont été retenus. Mais les 4... Pourquoi de retenus, de libérés? Pourquoi? Parce que tout simplement, quand nous étudions le dossier, nous avons trouvé pour ces 2-là, il y a suffisamment d'indices pour que nous puissions les retenir. Mais pour les 2 autres, nous pensons que sur la forme, il n'y a pas lieu de les retenir. Et nous avons pris aussi la précaution avec M. Alfredo de mettre à son encontre une interdiction de départ. M. Alfredo... Pour la forme? Pas pour la forme. Qu'est-ce que ça veut dire, une interdiction de départ pour la forme? Non. Non, une interdiction de départ veut dire que vous ne pouvez pas quitter le pays tant que vous n'avez pas répondu les questions qui intéressent le banquier. Commissaire, permettez que j'observe la pause et puis on va revenir, parce que je sais aussi qu'il y a d'autres personnes soupçonnées d'avoir des liens avec des gangs et qui sont encore en garde à vue ou encore sous la verrou. Aucun problème. Si vous permettez. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous sur le plateau ce matin, le commissaire du gouvernement, maître Franz Moncler, qui nous aide à comprendre certains dossiers de la justice, si j'ose dire. Et il est avec nous, c'est sa première participation à la rubrique Le Point. Nous observons la pause et nous vous reviendrons dans un instant. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lisa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le chef du parquet de Port-au-Prince est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. Et il y a un avocat qui dit pour moi de bouler. Est-ce que vous respectez l'article 35 Code instruction criminelle là, dans l'agissement? Non, je ne vais article là devant moi. Écoutez, quand on plaide, on ne plaide pas pour procuration. Je ne vais article là devant moi. Pour moi, pour dire là. Article. Qui article 45 ou 35? Bon, bah, on est. Okay. Non, ça me dit où? Ça me dit où? On dit 35. 35. Parce que c'est 35 là, je gagne devant là. Le commissaire du gouvernement transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre 6 des juges d'instruction. Il n'y a aucun rapport en ce que dit l'article et ce que nous disons. Aucun rapport. Donc, aucun rapport. Donc, en ce que nous disons, l'article parle du rapport du conseil du gouvernement avec le décanat. Mais nous parlons des rapports entre le conseil de police, entre le conseil du gouvernement et la police. 2 choses différentes. Ok. Je me dis son point avec vous. Je me dis que bon, il y a d'autres monde qui est concerné et tout. Mais on sait au moins là quelques jours même qui s'est passé. Qui monde qui est concerné? Je parle des gens qui sont en arrestation, même genre avec l'autre. On prend le cas par exemple de Magali Habitant, on prend le cas de qui est encore. Ok. Magali Habitant, ancien député. Profane. Oui. Oui, mais écoutez, ces gens-là ont été acheminés dans le cadre d'un rapport. Ah, ok. Le rapport de X n'est pas le rapport de Y. Donc l'appréciation du rapport de X ne peut pas être l'appréciation du rapport de Y. Question méthodologique. Ok. Maintenant, on nous retourne sur les 20 bandits contre lesquels des mandats avaient été émis.
Mikano c'est on là-dedans. Ah, bien sûr. Et nous connaissons tout, par exemple, il y a des chefs de gang qui ont même été en prison déjà, qui évadés et qui aujourd'hui ont fait la pluie et le beau temps. Est-ce que Parquet a pensé sur le monde ça autour? Écoutez, nous avons même un cas récent. Il y a quelqu'un qui a été évadé du côté de Mirbalais, qui s'était venu remettre volontairement au parquet. Et qu'a fait le parquet? Le parquet est en train de faire des diligences pour que cette personne soit acheminée à la DCPJ. Dès lors qu'il y a un dossier d'évadé, on va remettre cette personne à la DCPJ pour que la DCPJ puisse ficher cette personne et après retourner cette personne au parquet pour les suites de droit. Mm-hmm. Comment sont les rapports entre le parquet et les organismes de défense des droits humains? Ah bon, moi je vous dis, il y a des organismes, alors nous travaillons avec les organismes des droits humains, notamment avec la RNDDH. Les rapports sont bons. Nous ne dirons pas cordiaux, mais les rapports sont bons, ils viennent, ils nous posent des questions, et nous les répondons dans la mesure du possible. Parce que vous avez... C'est pas qu'on arrive quelqu'un qui fait des pressions sur le parquet pour libérer des gens? Ah, pas comment ça a fait. Quelqu'un qui est au niveau des organisations et des droits de l'homme, il n'est pas en autorité politique, il n'est pas en autorité judiciaire, comment il a fait pression sous autorité? Je ne comprends pas, moi. Ça ne peut pas se faire. Bon, moi, je ne comprends pas. Je ne dis pas le contraire, mais comment quelqu'un... Vous n'êtes pas au courant ou vous ne comprenez pas? Bon, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que quelqu'un qui puisse être au niveau d'un organisme de défense des droits humains puisse avoir assez d'autorité pour faire des pressions sur une autorité judiciaire. Je ne comprends pas. Il y a une personnalité haïtienne qui sanctionnée, si je dis comme ça, je ne vais pas dire un mot que je vais dire, par des pays amis, dont le Canada et les États-Unis. En pile grosse sanction sous tête. Pas gagné poursuite, pas gagné suite à ça côté haïtien. Par contre, c'est bien exprimé. Il y a des gens qui, certains pays accusés de financement de gangs ou bien de liens avec les gangs armés, ils ont sanctionné les gens, ils ont annoncé qu'ils ont gelé comme ils ont empêché de voyager. Et pas attendu que gagne une suite à ça. Suite lente qui était capable, par exemple, la décision de ces pays-là ou bien de l'ONU n'a aucune valeur juridique. J'aime donner nos paroles dans bon côté la justice haïtienne. Pour ça? Là, nous pouvons procéder par hypothèse. Donc, première hypothèse, et nous entendons des rapports. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi qu'un organisme international ne va pas saisir le parquet par rapport à son rapport. Donc, parce que nous ne sommes pas le vis-à-vis d'un État. Parce que, donc la saisine ne peut pas être automatique. Alors, voilà ce que je veux dire. Du point de vue technique, nous sommes en droit international. Vous savez que en droit international, ce sont les États qui sont des vis-à-vis. C'est-à-dire que si les États-Unis, par exemple, ont sanctionné un individu, ou bien les Nations Unies ont sanctionné un individu, donc le rapport, si cet État-là doit et saisir une instance, ce sera son homologue, l'État en question. Ce ne sera pas le parquet. Nous, à notre niveau, nous ne savons pas quelle démarche a été faite en ce sens. Je ne peux pas vous dire si le rapport des Nations Unies a été acheminé à l'État haïtien ou pas. Je ne peux pas vous dire si le rapport, par exemple, des États-Unis a été acheminé à l'État haïtien ou pas. Le parquet ne peut pas intervenir auprès du ministre de la Justice, par exemple, pour... Alors, le parquet qui est sous la hiérarchie du ministre, c'est le parquet qui demande au ministre maintenant. Ce n'est pas un ordre. Est-ce que le parquet, qui est quand même sous l'autorité du ministre, c'est lui qui doit demander au ministre
est-ce que les autorités et politiques, par exemple, des Nations Unies, ont acheminé le rapport? Est-ce que c'est à nous de dire ça au ministre? Donc c'est pas ça, ce n'est pas à vous. Non, mais écoutez, nous sommes en droit international. En droit international, ce sont les États qui prévalent. Les organismes internationaux, les organisations internationales, les États, ce sont des sujets de droit international. Pas le parquet. Le parquet n'est pas un sujet de droit international. Donc maintenant, il y a une procédure internationale. Mais nous sommes là. Mais si le rapport pourquoi vous donnez d'enquête, si le rapport de sanction des Nations Unies a été acheminé à l'État haïtien, nous attendons. Parce que le parquet, lui, quand il met l'action publique en mouvement, il le fait sur base de dossier. Il le fait sur base de dossier. Je ne suis pas le vis-à-vis quand même d'un État. Je ne peux pas écrire à un État pour dire à un État, écoutez, en tant que commissaire du gouvernement, je vous fais injonction de m'envoyer le rapport de X ou de Y. Maintenant, mais comme vous avez dit tantôt, où je vous parle, vous pouvez réagir, par exemple, à la clameur publique. Non, là, vous ne pouvez pas dire que un rapport international, c'est de la clameur publique. Non, j'ai pas la dit... clameur publique, quand même, est définie restrictivement dans le cadre des dénonciations au niveau du territoire national. Un rapport émanant d'un organisme international, d'une organisation internationale ou d'un État, vous ne pouvez pas considérer ça comme de la clameur publique. Nous sommes en matière de droit international et de droit international public. Le droit international public a sa méthode. Heureusement, vous avez peut-être un commissaire du gouvernement qui s'y connaît un peu en matière de droit international, pour avoir été professeur des organisations internationales. Donc, il y a quand même une procédure. Et le droit international, quand même, et nous parlons de droit international public. Nous ne sommes pas en matière de droit international privé. Donc, en matière de droit international public, ce sont les États, les organisations internationales qui sont des sujets de droit, pas le parquet. Donc, au moment où je vous parle, est-ce que ces démarches ont été initiées par l'État haïtien et ces organisations internationales ou ces États? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. OK. J'ai 2 points à voir avec vous rapidement, commissaire. Le dossier du président assassiné, Jovenel Moïse, où est-ce que l'on en est? Ah bon, le dossier, pour l'instant, le parquet n'est pas... Le parquet est dessaisi. Parce que maintenant, il y a une ordonnance qui a été donnée sur la question. Donc, le parquet, pour l'instant, est relativement ou encore temporairement dessaisi. Je crois qu'il y avait des appels qui ont été faits par cette ordonnance. Donc, le parquet, lui, il attend. Le parquet n'a pas à réagir quand une ordonnance a été émise et que appel a été fait sur cette ordonnance. Le parquet, là, ici, n'a aucune responsabilité. Très bien. Et je comprends. Mais selon vous, monsieur le commissaire du gouvernement, pourquoi les États-Unis vont aller beaucoup plus vite ou encore vont beaucoup plus vite dans le traitement de ce dossier que la justice haïtienne? On peut vous dire que cette question serait mieux, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui s'occupe de la politique étrangère, de la diplomatie. Un commissaire du gouvernement n'a pas le mandat de répondre à une telle question. Moi, je suis une autorité de poursuite. Donc, je ne suis pas placé pour répondre à une question qui relève de la compétence du ministre des Affaires étrangères. Merci pour la réponse. Commissaire, le rapport entre le parquet et l'ULCC? Un rapport fonctionnel. Quelle est la force des décisions prises par l'ULCC? L'ULCC ne prend pas de décisions. Pardon? L'ULCC ne prend pas de décisions. L'ULCC ne prend pas de décision? Mais jamais. Que fait pas sa mission. Que fait l'ULCC? Une décision veut dire quoi? Qu'on est arrêté sur un fait. L'ULCC soumet des rapports. Seulement ça? Mais c'est soumet des rapports. C'est le rôle de l'ULCC. Soumet des rapports qui se doivent être acheminés à la justice. Mais l'ULCC ne peut pas de décision. L'ULCC ne peut pas décider le gars, il dit bon mon chat, ou non corruption, et pour son corrupteur. C'est pas ça sa mission. Il fait quand même la police de l'administration publique.
il soumet des rapports, les achemine à la justice. À charge par la justice de dire si oui ou non les charges retenues contre cette personne sont vraies ou fausses. Quand vous parlez de la justice, vous parlez du parquet, par exemple. Non, le parquet n'est pas la justice. Le parquet n'est pas une autorité de jugement. Le parquet est une autorité de poursuite. C'est-à-dire, quand l'ULCC envoie un dossier, un rapport, eh bien, quand le dossier arrivera au tribunal, c'est le parquet qui doit soutenir bon, est-ce que je peux dire accusation? Je ne peux même pas dire des accusations, parce que l'ULCC n'accuse pas. L'ULCC soumet un rapport et fait une recommandation de poursuite. L'ULCC ne fait pas des accusations. Donc il faut placer les choses là où les choses sont. Donc, non, je vous pose la question. Oui, moi j'essaie de faire une forme de pédagogie. Il faut comprendre les choses, il ne faut pas faire d'amalgame. Chaque personne a sa responsabilité. Moi, je suis une autorité de poursuite. Quand je poursuis, au tribunal, c'est moi qui vais soutenir les accusations. Les avocats vont interagir avec moi. Et il appartient au juge de prendre la décision. La seule autorité souveraine qui prend des décisions, c'est le juge. Le commissaire du gouvernement ne peut pas prendre des décisions pour dire telle personne est coupable ou pas, telle personne est un corrupteur ou pas. Je poursuis la personne. Je vais pas devant les tribunaux pour dire, en fonction des éléments que j'ai en ma possession, cette personne est un corrupteur et je demande que telle disposition légale soit appliquée contre cette personne. Mais c'est le juge qui va apprécier souverainement ma demande. Je suis un demandeur au même titre que les avocats de la défense. Comment peut-on évaluer jusque-là le dernier rapport de l'ULCC soumis au parquet? Si c'est déjà soumis. Comment peut-on l'évaluer? Il y a des personnes qui... Je n'ai pas en mémoire le dernier rapport. C'était la semaine dernière. Non, je réponds à la question posée. Le dernier rapport veut dire le dernier rapport. Vous n'avez pas... Au moment où je vous parle, il y a peut-être un dernier rapport qui est en train d'acheminer au parquet. Le rapport qui tient compte de la gestion des responsables de l'OPC, de l'immigration. Vous n'êtes pas encore saisi? Non, il y avait un dossier. Si c'est ce dossier spécifique, on en parle. Je crois qu'il y avait, à ma grande stupéfaction, il y avait 3 cadres du ministère de l'Intérieur qui ont été arrêtés dans les enceintes de l'ULCC. Et là, ils n'ont pas été interpellés, ils ont été arrêtés. Bon, je ne peux pas parler ni d'interpellation ou même d'arrestation, puisque ce n'est pas la mission de l'ULCC. Alors, je veux parler plutôt de contrainte par corps, de procéder par contrainte par corps, si je veux établir un terme juste. La contrainte par corps. Parce que, écoutez, ce n'est pas sa mission. Non, ce que je veux comprendre, c'est que là, dans ce cas précis, est-ce qu'on peut parler, puisque vous m'avez dit... tantôt... c'est pourquoi j'ai rectifié pour vous. Ah, okay. Et je parle plutôt de contrainte par corps, si je veux faire économie de ces concepts. Parce que je ne peux pas parler d'interpellation, parce que l'interpellation se fait par la police. Est-ce que vous voyez? Et si l'ILCC, dans sa mission, il n'a pas la mission d'arrêter les gens, sinon les gens ne font pas venir à l'ILCC. Écoutez, moi-même qui suis l'autorité de poursuite, je ne peux pas arrêter en dehors du flagrant délit. En général, les dossiers, les gens sur lesquels on fait des rapports pour des actes de corruption, ce sont des actes qu'ils ont posés lors de leur fonction, qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans depuis que l'acte a été passé. Vous êtes avec moi? Donc, on dirait, me songer que quelqu'un qu'on arrêté après une audition avec le parquet. Ça va fait? Bon, moi, je parle pour moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Okay. Le commissaire du gouvernement, il peut arrêter dans le cadre du flagrant délit. Donc maintenant, si moi-même, qui suis l'autorité de poursuite, je peux arrêter en dehors du flagrant délit, comment l'ULCC peut-il se faire fi de ce principe? Donc les dossiers de corruption, ce sont des actes qui ont été passés pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc c'est sur la base de
de ça qu'on fait les rapports. Donc, il n'y a pas flagrant délit dans ces cas-là. Alors, pour ces cas-là, là encore, le parquet n'a pas libéré ces personnes. Ah, vous allez être étonné. Le parquet, le commissaire du gouvernement n'a pas décidé de libérer ces personnes. Ces personnes, se sentant lésées dans leurs droits, ils ont fait une action en habeas corpus par devant le doyen du tribunal, qui est, je dirais, le juge de la liberté. Quand une personne arrêtée estime que son arrestation a été illégale et arbitraire, cette personne peut faire une action en habeas corpus. Le doyen a tranché sur la question, il a émis une ordonnance ordonnant au parquet de mettre ces personnes en liberté, statuant que leurs arrestations ont été illégales et arbitraires. Le parquet a obtempéré à une ordonnance. Nous avons exécuté une ordonnance du doyen, nous demandant de les relâcher. Mais nous ne les avons pas libérés. Et malgré cette ordonnance, nous avons estimé que les charges retenues contre ces personnes sont suffisamment graves. Nous avons déféré leur dossier au cabinet d'instruction. Donc voilà l'aspect technique de la question. Le parquet n'a pas libéré les 3 personnes qui ont été apportées au parquet et menottées. Ces personnes estiment que leur arrestation ou encore leur détention, si on peut le dire ainsi, a été illégale et arbitraire. Ils ont fait une action en habeas corpus. Le doyen a tranché favorablement à leur demande. L'ordonnance du doyen nous a été signifiée. Nous avons exécuté une décision de justice. Mais nous ne les avons pas libérés. Merci beaucoup, Maître Moncler, Franz Moncler, chef du parquet de Port-au-Prince. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Ça veut dire que l'émission est terminée? Ah, bien sûr. Ah, merci Wendell. Vous auriez tellement de choses à dire. Merci Wendell, merci les aimables téléspectateurs de la Télémétropole. Ça veut dire c'était un plaisir. Ça veut dire que vous allez revenir. Ah, à chaque fois. Vous allez répondre à la prochaine invitation. À chaque fois. Eh bien, d'accord. Merci. Merci, commissaire. Je sais que vous avez du pain sur la planche et que je n'ai pas voulu vous garder davantage, d'autant que nous sommes déjà au-delà de l'heure. Nous avons déjà dépassé l'heure habituelle. Merci encore une fois, commissaire. Merci, Wendell. Et à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Franz Moncler, commissaire du gouvernement, près du tribunal de première instance de Port-au-Prince, qui a accepté de répondre aux questions de Métropole ce matin. Passez une bonne journée, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièce et Lissa Loto.